Vous êtes de retour sur le plateau de Smartex, c'est l'heure de la grande interview de Laurence De Villers. Bonjour Laurence, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes professeure en intelligence artificielle à Sorbonne Université, chercheuse au sein du LIMSI CNRS où vous animez une équipe sur les dimensions affectives et sociales dans les interactions parlées. Vous êtes aussi l'autrice notamment de 2 ouvrages qui m'ont inspirée pour la préparation de cette interview. En 2017, c'était cet ouvrage, alors là je ne sais pas si on le voit, voilà, hop, ici. Des robots et des hommes, mythes, fantasmes et réalité aux éditions Plomb. Et en 2020, un ouvrage plus récent, Les robots émotionnels, santé, surveillance, sexualité et l'éthique dans tout ça, aux éditions de l'Observatoire Collection Essai. Alors en introduction de l'émission, Laurence De Villers, j'évoquais quelques-uns de vos sujets de recherche, de prédilection. On va commencer avec ces interactions sociales entre les humains et les machines. Est-ce qu'il y a une importante dimension affective, selon vous, lorsque nous parlons aux machines et qu'elles nous répondent? Alors, merci de commencer sur mes domaines de recherche. L'interaction humain-machine, c'est surtout savoir si la machine va pouvoir vous répondre. Alors, vous avez raison, il y a une dimension affective des deux côtés. D'une part, de la machine qui va simuler des expressivités affectives, avoir une simulation même de ce qu'on appelle l'empathie, et puis de l'autre côté, l'humain qui risque aussi, lorsqu'il va interagir avec les machines, de ressentir certaines émotions. Alors les premières émotions qu'on ressent devant une machine, et ça on l'avait constaté il y a une vingtaine d'années, c'était plutôt quand on interagissait avec les premiers systèmes, de l'énervement, parce que le système n'était pas assez bon, et puis une tendance finalement à se mettre en colère ou à être désespéré des performances de cette machine. Alors nous avons évolué depuis évidemment. Oui, ça a dû Et évoluer. dans, Et donc, on a des voilà. interactions nouvelles, beaucoup plus proches, je dirais, et presque constantes avec les machines aujourd'hui, ne serait-ce qu'avec nos smartphones, par exemple, qui maintenant répondent, même quand on leur pose des questions. Est-ce que ça pose des nouvelles problématiques, ça? Oui, oui, bien sûr. Donc, les smartphones, mais aussi les agents, les assistants vocaux, hein, comme les Google Home, Alexa, Amazon, arrivent de plus en plus dans les foyers. Puis demain, les robots sociaux, qu'on verra peut-être auprès des plus anciens ou auprès des plus jeunes pour l'éducation, l'assistance, en termes de compagnons, sont des machines en fait qui nous parlent et nous répondent. Alors, on a fait d'énormes progrès parce que effectivement, c'est plus spontané. On se veut maintenant, on essaye de trouver les caractéristiques de l'humain pour qu'il comprenne que l'interaction soit effectivement plus fluide et qu'il y ait plus d'engagement en fait de la part des gens pour parler à ces machines. Mais en même temps, de l'autre côté, la personne anthropomorphise et surcapacite, hein, je dis souvent, projette en fait des capacités sur la machine qu'elle n'a pas. Hein, la machine n'est pas sensible, elle ne ressent aucune émotion, elle, même si elle vous dit qu'elle est triste pour vous, elle ne vous aime pas, même si elle vous dit qu'elle vous aime, elle n'a pas d'intention propre, hein. Ce sont des algorithmes qui ont été préparés, qui utilisent un certain nombre de connaissances, de modèles, et qui font que la machine va vous répondre d'une certaine manière. Du coup, la machine ne comprend pas, ne pense pas et n'élabore pas de la même façon qu'un humain une réponse, et puis surtout, n'est pas responsable de ce qu'elle dit. Et vous avez raison, cela ouvre un grand nombre de sujets, de tensions éthiques. C'est jusqu'où voulons-nous aller dans la société sur l'imitation de l'humain? Est-ce qu'on doit aller jusqu'à une frontière qui est finalement la confusion entre la discussion avec une personne vivante qui ressent et qui a une certaine morale et qui va répondre avec sa conscience, et par rapport à une machine qui finalement est une sorte de perroquet complexe, parce que il répète pas exactement les phrases que vous avez dit, mais il est capable d'en construire des nouvelles à partir des phrases qu'il a déjà mémorisées. Donc ce premier sujet est complexe, surtout si on met ces objets auprès de personnes vulnérables. Ensuite, tout est invisible, c'est-à-dire que
la parole qui naît des machines vient de nombreux modules d'intelligence artificielle, reconnaissance de la parole, où on est presque au niveau de l'humain, dans une ambiance qui soit non bruitée, c'est-à-dire pas d'effet de superposition de voix, ni de marteau-piqueur autour, mais dans une qualité vocale, dans une chambre normale, eh bien, la machine est capable de reconnaître les mots qui sont dits de la même façon que le ferait un humain. Maintenant, le vrai sujet, c'est la compréhension. La machine ne comprend pas. Elle a juste des modèles qui sont de la pseudo-sémantique et en tout cas, il n'y a aucune intention. Et ce que je dis souvent pour terminer, c'est que la machine n'a pas de conatus au sens de Spinoza, c'est-à-dire elle n'a pas de conscience d'être, d'appétit de vie, de vouloir rester ce qu'elle est. Et du coup, c'est un leurre, c'est une imitation qui ne doit pas nous emmener vers des projections trop fortes. C'est-à-dire que la parole était jusqu'à présent la parole humaine et grâce à ces machines, elle devient non humaine, c'est-à-dire non réalisée par un humain, Alors vous avec dites, cette nature différente. Vous dites justement, c'est intéressant, vous dites la machine ne comprend pas. Pourtant, on a tendance à vouloir croire le contraire. Et il y a des formes d'interaction aujourd'hui qui vraiment sèment le trouble. Je pense par exemple à ces nouveaux avatars, des avatars influenceurs qu'on trouve sur Instagram, notamment Lil Miquela, pardon, qui est devenue une star, qui a des articles dans Vanity Fair. Je pense aussi aux GAN qui sont capables de générer en fait des visages qui n'existent pas. Je pense aussi aux synthèses vocales qui travaillent avec le deep learning et qui peuvent reproduire des voix, mais jusqu'à même créer en fait des discours d'hommes politiques. Par exemple, on a vu Barack Obama tenir des discours totalement créés par la machine. Ces formes d'interaction, elles posent problème parce qu'elles sèment le trouble entre ce qui est vrai et ce qui est faux. C'est juste un problème de deepfake ou ça va de plus loin? Non, non, ça va plus loin. En fait, moi, je viens donc de l'univers de la technologie, hein. J'ai travaillé beaucoup sur l'apprentissage machine, les réseaux de neurones, le deep learning, comme vous avez dit, et les GAN, qui sont des générateurs, effectivement, de formes, comme des visages, comme aussi de formes audio, vidéo. Et grâce à ces technologies, on est capable de beaucoup de nouvelles technologies, si on veut, c'est-à-dire ce que vous avez annoncé, c'est-à-dire les deepfakes, par exemple. C'est synchroniser une voix qui n'est pas ce que la personne a dit, donc un autre contenu, avec une vidéo d'un visage. Voilà. On est capable de faire parler donc Obama avec un texte qu'il n'a pas dit. On est capable aussi de faire revivre les morts quelque part. Microsoft vient de sortir donc un brevet pour, à partir de données, pouvoir créer un agent conversationnel qui est plutôt qu'un avatar, comme vous l'avez dit, qui nous représente, un avatar. Un agent conversationnel, c'est un système capable de dialoguer avec nous à partir des corpus ou des données que vous avez enregistrées de quelqu'un qui serait décédé. Et donc, ça veut dire que vous allez pouvoir discuter, par exemple, avec votre père décédé, échanger des propos. On n'est pas dans Black Mirror, hein, on est dans la réalité où ce genre de sujet mérite évidemment de s'intéresser à l'éthique. Quelles sont les limites? Est-ce qu'on respecte, par exemple, dans le cadre de l'application pour faire parler les morts, est-ce qu'on respecte la vie du défunt, son identité, qui est finalement, on peut lui faire dire n'importe quoi. Donc, est-ce que c'est respectueux? Est-ce qu'on a le droit de faire ça? Est-ce qu'on a le droit d'utiliser ces données? Les données ne sont pas normalement réutilisables si facilement. On voit bien qu'il y a des réglementations sur ces sujets, mais ne faut-il pas en rajouter? Et ces sujets-là, qui sont traités en ce moment sur l'Europe, puisqu'on vient d'arriver, il y a 2 jours, est arrivé le document qui propose une réglementation de l'IA, des chatbots et de tous ces nouveaux systèmes numériques qui envahissent avec bonheur de temps en temps et avec risque dans d'autres cas notre quotidien, hein, notre travail, notre éducation, notre santé, les transports, etc., etc. Alors Donc justement, il est important. vous êtes membre du partenariat mondial sur l'IA, GPAI. Quel est votre commentaire là sur cette information qui est sortie tout récemment sur la Commission européenne qui dévoile donc une proposition de réglementation en matière d'IA qui veut devenir vraiment un fer de lance sur cette thématique et
qui suggère qu'en cas d'infraction à la règle, il y ait des amendes qui puissent s'élever jusqu'à 6% du chiffre d'affaires d'une entreprise, hein. Donc pas de surveillance généralisée, dit la Commission européenne, pas d'utilisation de l'IA pour manipuler le comportement, les opinions ou les décisions, pas de notation sociale des individus comme on peut le voir dans d'autres pays. Quel est votre commentaire là-dessus? Est-ce que ça vous semble à la hauteur des enjeux? Alors, cela me semble un premier pas fantastique. C'est-à-dire que, pour l'instant, c'était la jungle, hein. Tout le monde pouvait faire ce qu'il voulait, manipuler à volonté et finalement on avait déjà, en Europe construit le règlement pour, vérifier que ce qu'on faisait sur nos données, mais il manquait, vraiment, des lignes rouges, si vous voulez, sur ce qu'on peut faire avec, ces systèmes. C'est-à-dire à quels usages vont être utilisés les systèmes d'IA, les nouveaux systèmes de cette technologie numérique. Alors, moi, je pense que c'est un premier pas. Il y a beaucoup de trous dans la raquette. Cette réglementation n'est sûrement pas terminée non plus. Qu'est-ce que c'est qu'un produit à haut risque? Eh bien, à haut risque pour qui? Pour la personne ou pour la société? Il va falloir affiner tout cela, mais c'est un excellent pas politique également, qui nous permet en fait d'être aussi dans la course avec les grandes entités qu'on voit naître aux États-Unis avec les géants du numérique, les GAFAM, et puis en Asie aussi avec d'autres façons d'utiliser l'IA pour, par exemple, surveiller la population. Donc, il était essentiel d'affirmer nos valeurs européennes liées aux droits de l'homme, le respect de la dignité humaine, le respect de sa responsabilité, et de remettre au centre de cette construction de l'IA l'humain responsable. Est-ce Et je que pense selon vous, les GAFAM qui parlent quand même beaucoup de ces problématiques d'éthique, hein, est-ce qu'ils font le job sur cette question? Est-ce qu'ils s'en préoccupent véritablement, sincèrement? Est-ce qu'il y a des choses qui avancent de leur côté? Alors, ils s'en préoccupent véritablement, mais énormément aussi comme, un côté attractif, vitrine et marketing. Bon, certes, il y a quand même, je ne peux pas le nier, des projets autour de cela. Mais il y a aussi des signes assez négatifs quand je me remémore, ces derniers temps, ce qui s'est passé avec Google. Il y a eu 2 dirigeantes, qui étaient, en charge, de, groupes, qui travaillaient en recherche chez Google, aux États-Unis sur l'IA et l'éthique. Elles se sont fait, elles ont été, donc, malmenées et surtout, elles ont été évincées Évincé, de oui. chez Google. Donc, il y a à travers cela, un signal très négatif en fait sur, la façon dont ils, considèrent l'éthique. Pourquoi? Parce qu'elles avaient écrit des articles qui disaient clairement, quelque part, que, la complexité des systèmes qui étaient mis en œuvre et les milliards de données qui étaient utilisés pour, ces générateurs dont vous avez parlé tout à l'heure de textes, qui sont utilisés pour la traduction, pour les résumés, pour remplacer un «journaliste» entre guillemets, parce qu'on ne remplacera pas des journalistes, et j'espère, en tout cas que ce ne sera pas le cas, ou des juristes, vous voyez? Tous ces systèmes qu'on essaie de mettre en œuvre pour remplacer, des personnes sont, avec des discriminations, des biais dans les données et des biais dans la façon de se comporter et de temps en temps des instabilités aussi. Donc Google le sait, Google l'a vérifié, mais ce qu'elle disait, c'est que, finalement, il n'y a pas beaucoup d'actions pour aller contre ça. Il y a plutôt, en premier la compétition, la course entre les différents GAFA, entre OpenAI, Google, Microsoft, et cetera, pour arriver les premiers à produire, des espèces de fulgurances, dites intelligences qui sont, des systèmes qui avalent des milliards de données, sans être vérifiées. Ces données peuvent venir, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de deepfake, c'est-à-dire de l'île Makela, d'objets sur Internet qui sont des machines et qui vont amplifier des opinions. Et là, il y a manipulation. Quand vous dites qu'il n'y a plus, enfin, la manipulation que veut réguler l'Europe est un vrai sujet. Moi, je travaille sur le nudge, qui est une sorte de manipulation fine, d'incitation à faire. Qu'est-ce que c'est que le nudge? Très rapidement, quand vous êtes sur Internet, vous voulez réserver une chambre d'hôtel, vous voyez une petite ligne rouge qui passe en bas et qui vous dit 25 autres personnes regardent la même chambre. Hop, je clique, je la prends. Ça, c'est une incitation à acheter. Et ces incitations, qu'on appelle des nudges, des coups de pouce, vont être énormément utilisées dans le monde numérique pour vous inciter, pour faire changer d'opinion, pour malgré vous, hein, l'air de rien. Et tout est designé comme ça. Et par essence, lorsque je crée un chatbot, un agent conversationnel, eh bien, je le design d'une certaine manière, je lui fais dire des choses. Comment je peux vérifier qu'il ne me manipule pas? C'est un sujet
extrêmement complexe. Il en a besoin de faire de la recherche sur ces sujets. C'est ce que j'ai essayé de faire en pluridisciplinarité avec des économistes comportementalistes. Hein. Quand on fait des systèmes qui détectent le comportement des humains et qu'on s'en sert pour modifier les capacités des machines, il faut s'interroger sur des dimensions éthiques et comment on mesure cela. On ne sait pas le faire, donc on ne pourra pas réglementer cela facilement. Et c'est en ça qu'il y a aussi des trous dans la raquette et qu'il est nécessaire de faire des observatoires technologique aussi, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas que des juristes donnent les lignes rouges, ni que des philosophes travaillent sur l'éthique. Il faut que les philosophes, les juristes et les informaticiens et d'autres disciplines également se mettent ensemble pour travailler sur ces sujets. Et vous avez eu raison de parler du GPAI, qui est ce partenariat mondial sur l'IA, qui a cette idée de pluridisciplinarité et de mélange d'industriels, de chercheurs, de personnes liées au gouvernement pour essayer de comprendre à 15 démocraties et j'espère à plus tard, pas seulement sur l'Europe, hein, puisqu'on inclut l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Corée du Sud, l'Inde, et c'est extrêmement dynamique, Singapour, pour discuter de ces sujets avec un angle complexe, c'est celui de la culture et de la politique. Alors, C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fera demain? Alors, on n'a plus beaucoup de temps. Je voulais aussi, puisqu'on parle des GAFAM, on a aussi une personnalité française qui travaille pour Facebook. Il s'appelle Yann Lequin, que vous connaissez bien. Vous le citez même dans votre dernier ouvrage, Les robots émotionnels. Et il affirme que les machines auront un jour des émotions. D'abord, est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Et puis, je voulais aussi, puisque je vous lance, hein, vous lancer aussi sur un débat que vous avez eu ensemble sur la conscience des machines. Les robots seraient-ils incapables de développer une conscience d'eux-mêmes, selon vous, Laurence? Alors, dire cela, je me suis rendu compte que ça faisait rêver, hein. Que Yann Lequin dise que les machines demain vont être avec une certaine conscience et une certaine sensibilité, fait rêver. Alors, C'est moi, comme certain. je sais comment on construit ces machines, ça me fait pas du tout rêver. Ça me stupéfait et ça me fait un peu froid dans le dos. C'est-à-dire que cette anthropomorphisation que l'on a vis-à-vis de ces machines est très forte. Elle est très naturelle d'ailleurs, hein. C'est ce qui nous permet de survivre intelligemment, collectivement, c'est-à-dire faire prendre soin de l'autre, etc. Quand on voit les machines de Boston Dynamics, qui sont des robots, se faire malmener, jeter à terre par quelqu'un à côté, eh bien, on éprouve réellement de la tristesse, de l'empathie, en se disant: «Ah pauvre robot, qu'est-ce qu'il fait par terre?» et cetera. Cela ne veut pas dire que la machine a des émotions. Là, on fait un pas de géant qui est, à mon avis, dans la bouche de Yann Lequin, une métaphore pour aller chercher encore plus d'argent, encore plus de puissance avec ces machines. Donc, il est dangereux de penser cela pour bien comprendre, hein, démystifier en fait ce qu'est la machine. Moi, je me suis engagée en fait en tant que chercheur pour parler au plus grand nombre, pour démystifier, c'est-à-dire pour essayer d'expliquer, n'ayez pas peur de cela, de la conscience des machines, de la puissance, de l'intelligence des machines. C'est pas vrai. On vous agite un chiffon rouge, un peu comme devant un taureau pour le faire foncer dans une direction. Ce qui est réel, c'est que ces systèmes peuvent dès à présent nous manipuler et qu'on n'en a pas conscience, qu'ils sont invisibles et qu'il faut s'en préoccuper maintenant. Et donc, vous envoyer sur la planète Mars en disant regardez, demain, elles seront émotionnelles et conscientes, c'est une espèce de manipulation langagière, pas forcément voulue, qui a aussi cet attrait hein, de rêver, d'avoir envie de faire des machines qui vont nous servir, qui vont être incroyablement intelligentes et qui vont nous apporter du bien-être. Très très bien, mais la machine en elle-même n'a pas de corps. Nous sommes une entité qui a un corps, un esprit et qui est indissociable. Et c'est grâce aussi à notre corps que nous sommes tristes, nous avons peur, etc. Dans nos viscères sont inclus aussi des tas de fonctionnements qu'on ne sait pas mettre sur une machine. Nous ne savons pas non plus représenter un cerveau humain ni en simuler un réellement. Les réseaux de neurones qui sont utilisés pour l'intelligence artificielle sont des neurones de l'ère visuelle. Il y a une seule sorte de neurones utilisés, des architectures qui n'ont rien à voir avec l'humain. Et tout ça est un peu comment dire, dissimulé parce que beaucoup de gens ne connaissent pas réellement et puis les gens qui connaissent beaucoup veulent s'en servir pour du marketing aussi ou pour, influencer, avoir un certain pouvoir. Donc c'est difficile de se faire une idée, mais je vous assure, il ne faut pas avoir peur de cela. Ce sont des machines, certes complexes, certes, c'est des mathématiques qui sont extrêmement performantes pour nous aider, qui pourraient nous aider à mieux percevoir, à mieux comprendre nos biais cognitifs, c'est-à-dire comment nous avons des intuitions et comment elles nous servent et en rien la machine n'en a.
elle n'a aucune intuition, elle n'a aucune conscience, elle n'a aucune émotion, et cela ne va pas naître de... Alors, on arrive à la toute fin vraiment de cet entretien. Cette grande interview se termine traditionnellement par des questions express. Donc, je vais vous lancer sur un mot. Vous allez répondre le plus spontanément possible et le plus rapidement possible aussi. Laurence de Villers, d'abord, quels sont vos rêves? Mes rêves, c'est d'utiliser ces outils, puisque je travaille beaucoup sur ces outils, de façon collaborative, en intelligence pour l'humain. Je pense qu'on peut aller très loin dans la perception avec des systèmes comme cela. Vos peurs? Mes peurs, c'est que par séduction, par rêve, c'est peut-être un mauvais mot, mais sans vouloir chercher, on devienne addictif de ces systèmes et qu'ils nous manipulent. Vous avez une idée fixe, Laurence de Villers? Essayer d'expliquer. Je suis professeure avant tout à la Sorbonne. Je travaille dans un laboratoire de recherche où je travaille sur des sujets qui me semblent extrêmement riches, utiles, mais aussi à danger, à risque. Et mon engagement en ce moment et ma lubie, c'est de parler d'éthique et d'essayer d'expliquer qu'il faut discuter dans la société, qu'on a besoin que tous les citoyens, qu'ils soient concepteurs ou utilisateurs ou juste philosophes de ces idées, que tout le monde soit consulté et tout le monde travaille ensemble pour construire, créer ce nouveau monde avec ces machines qui va bouleverser énormément de notre quotidien. Merci beaucoup, Laurence de Villers, justement pour toutes vos explications sur ces sujets hautement importants d'interaction sociale et affective que nous avons avec les machines. Je rappelle, Laurence de Villers, que vous êtes chercheuse au CNRS, professeure en intelligence artificielle à Sorbonne Université. Merci encore. Alors, juste après, c'est l'heure de notre rendez-vous avec la conquête spatiale. On va parler de l'histoire russe.